Les cloches d'alarme retentirent à la station Luna, comme si la fin du monde était proche. L'amiral Jack Morrison courut dans le couloir métallique, ses bottes faisant un bruit assourdissant sur le sol. Il entendait des gens crier des ordres et courir partout. Quelque chose d'important se préparait. Jack atteignit le centre de commandement et s'arrêta. L'écran géant au mur montrait l'espace proche de la Terre. Mais l'espace n'était plus vide. 300 vaisseaux extraterrestres flottaient feintés là, tels des nuages métalliques furieux. Ils étaient tous de formes et de tailles différentes. Certains ressemblaient à des lances géantes, d'autres à des flottements. Des villes, et quelques-unes, ne ressemblaient à rien de ce que Jack avait jamais vu. « Depuis combien de temps sont-ils là ?» demanda Jack à son second, le capitaine Ryan Hughes. « 20 minutes, monsieur. Ils sont apparus de nulle part. » Tous d'un coup. Jack fixait l'écran. 300 vaisseaux. C'était plus de vaisseaux extraterrestres que les humains n'en avaient jamais vu réunis au même endroit. Chaque vaisseau contenait probablement des centaines, voire des milliers d'extraterrestres. Ce n'était pas une visite. C'était une force d'invasion. Un jeune officier courut vers Jack. « Monsieur, nous recevons un message de leur part. Ils veulent parler à notre chef. » « Affichez-le sur l'écran principal, » dit Jack. L'image changea. Il pouvait maintenant voir l'intérieur d'un des vaisseaux extraterrestres. Une créature se tenait devant eux. Elle avait la peau grise, 6 bras et des yeux rouges. Lorsqu'il parla, un ordinateur transforma ses paroles en anglais. « Je suis l'ambassadeur Zekithara de l'Empire Vortak. Je parle au nom du Conseil galactique. Nous sommes venus donner un dernier avertissement à l'humanité. » Jack sentit ses mains se transformer en poings. Le Conseil galactique ressemblait à un groupe de gouvernements extraterrestres travaillant ensemble. Ils pensaient posséder la majeure partie de la galaxie. Ils avaient répété à maintes reprises aux humains de rester dans leur petit coin d'espace et de ne pas trop explorer. « L'humanité a enfreint nos lois, » poursuivit l'extraterrestre. « Vous avez établi des colonies là où vous n'auriez pas dû. Vous avez fabriqué des armes que nous n'avons pas approuvées. Vous avez refusé d'obéir à nos règles. Cela ne peut continuer. » Les yeux rouges de l'extraterrestre semblaient obéir aux règles. Cela ne peut continuer. Les yeux rouges de l'alien semblaient fixer Jack à travers l'écran. Le Conseil galactique a décidé. L'humanité doit se rendre complètement. Vous détruirez toutes vos armes. Vous abandonnerez toutes les colonies extérieures à votre système d'origine. Vous accepterez notre contrôle sur votre planète et votre peuple. Le cœur de Jack se mit à battre plus vite. C'était exactement ce que tous les dirigeants humains craignaient. « Vous avez 36 heures pour vous rendre, » dit Zekithara. « Si vous refusez, nous détruirons tous les vaisseaux, toutes les colonies et toutes les villes humaines. Nous anéantirons votre espèce de la galaxie. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. » L'écran devint noir. Le centre de commandement resta silencieux un instant. Puis tout le monde se mit à parler en même temps. Jack leva la main et tout le monde s'arrêta. « Appelez-moi le Dr. Lisa Carter, » dit-il, « et le président Brooks, maintenant en ligne sécurisée. » Pendant que ses officiers travaillaient, Jack observa de nouveau les vaisseaux extraterrestres à l'écran. 300 vaisseaux de 12 espèces extraterrestres différentes. Le Conseil avait tout rassemblé pour ce combat. Ils avaient vraiment l'intention d'anéantir l'humanité si les humains n'abandonnaient pas. Tout. 10 minutes plus tard, le visage du Dr. Lisa Carter apparut sur un écran plus petit. Elle était à la tête de l'initiative de défense coloniale, le groupe secret qui planifiait la protection des colonies humaines. Elle paraissait calme, mais Jack lisait de l'inquiétude dans ses yeux. « Lisa, tu vois ça ?» demanda Jack. « Oui. J'active déjà toutes les défenses. Protocole. »« Combien de temps avons-nous ?»« 36 heures. » Lisa hocha la tête. « C'est plus de temps que prévu. » Jack était surpris. « Tu t'attendais à ça ?»« Jack, ça fait 50 ans que nous préparons ce jour. Depuis notre première rencontre avec le Conseil, nous savions qu'ils essaieraient de nous contrôler ou de nous détruire.
La question n'était jamais si, mais quand. Un autre écran s'alluma. La présidente Helen Brooks apparut. Elle était dans la salle de crise de la Maison-Blanche, entourée d'elle-même, de ses principaux conseillers et de chefs militaires. « Amiral Morris et Dr. Carter, où en sommes-nous » demanda le président. « Madame la Présidente, le Conseil nous a lancé un ultimatum. Reddition totale ou guerre totale, dit Jack. Et notre réponse ?» Le Dr. Carter prit la parole. « Nous mettons en œuvre le protocole Prométhée dans son intégralité. » Le président resta silencieux un instant. Le protocole Prométhée était le plan le plus secret du gouvernement humain. Seules quelques dizaines de personnes en connaissaient le sens réel. « Êtes-vous sûr que nous sommes prêts » demanda le président. « Nous sommes prêts depuis 20 ans, répondit Lisa. Chaque colonie a été préparée, chaque vaisseau a été amélioré. Chaque position défensive a été construite. Les extraterrestres pensent attaquer des humains faibles qui viennent d'apprendre à voler dans l'espace. Ils ignorent totalement ce que nous sommes réellement. » Jack observait les vaisseaux extraterrestres sur son écran. Ils attendaient simplement. Ils pensaient que les humains passeraient les 36 prochaines heures à paniquer, à se disputer et peut-être à implorer la clémence. Ils avaient tort. Capitaine Hughes Jack ont appelé. « Oui, monsieur. Envoyez un message à toutes les équipes d'opérations secrètes. Dites-leur qu'il est temps de montrer à la galaxie pourquoi vous ne déclarez pas la guerre à l'humanité. » Ryan sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. « Oui, monsieur, ils attendent cet ordre depuis longtemps. » À travers l'espace humain, des messages secrets commencèrent à circuler entre colonies, vaisseaux et bases secrètes. Les humains avaient appris quelque chose d'important en étudiant leur propre histoire. Le meilleur moyen de gagner une guerre était de s'y préparer avant qu'elle ne commence. Le Conseil galactique pensait qu'ils étaient sur le point de détruire une espèce jeune et faible. Au lieu de cela, ils venaient de réveiller quelque chose qui attendait dans l'obscurité depuis 50 ans, se préparant précisément à ce moment. Le compte à rebours de 36 heures avait commencé, mais les extraterrestres avaient commis leur première erreur. Ils avaient donné à l'humanité le temps de frapper en premier. La première attaque extraterrestre eut lieu à l'aube sur la colonie de New Denver. Le colonel Steve Parker buvait son café matinal lorsque l'alarme retentit. Il laissa tomber sa tasse et courut au bunker de commandement, sachant que ce jour allait tout changer. « Combien de vaisseaux » demanda-t-il à son officier des communications en atteignant la salle de contrôle souterraine. « 15 croiseurs de bataille, monsieur. Ils venaient de sortir de l'hyperespace. » Des vaisseaux gigantesques. Steve regarda l'écran. Les vaisseaux extraterrestres étaient immenses, chacun de la taille d'un pâté de maison. Leurs coques lisses et incurvées brillaient comme des perles de métal à la lumière des étoiles. C'étaient des vaisseaux de guerre xantariens conçus pour détruire des planètes. « Nous parle-t-il » demanda Steve. « Oui, monsieur. Ils exigent notre reddition immédiate, sinon ils feront exploser toute la colonie. » Steve faillit rire. Les extraterrestres pensaient vraiment que ce serait facile. Ils pensaient que les colonies humaines n'étaient que des groupes de fermiers et de mineurs effrayés, sans aucun moyen de riposter. « Dites-leur que nous refusons, » dit Steve, et activez le plan de défense Alpha. Ses officiers parurent surpris. Le plan de défense Alpha était quelque chose qu'ils avaient pratiqué pendant des années, mais qu'ils n'avaient jamais utilisé. Cela transformerait leur paisible colonie minière en quelque chose de radicalement différent. « Monsieur, êtes-vous sûr » demanda le lieutenant Katie Sullivan, la jeune pilote qui dirigeait leur escadron de chasse. « Faites-le » dit Steve fermement. Partout dans la colonie de New Denver, des événements commencèrent à se produire, invisibles aux extraterrestres. Des panneaux cachés s'ouvrirent dans le sol. Des bâtiments ressemblant à des maisons et des boutiques ordinaires commencèrent à changer de forme. Ce que les extraterrestres prenaient pour une colonie minière sans défense était en réalité une forteresse militaire camouflée depuis 20 ans. Le premier croiseur de combat extraterrestre tira son arme principale sur la centrale électrique de la colonie.
Un rayon d'énergie bleu vif, suffisamment chaud pour faire fondre l'acier, jaillit de l'espace. Mais au lieu de détruire le bâtiment, le rayon heurta un bouclier énergétique et rebondit sans faire de dégâts. À l'intérieur du vaisseau extraterrestre, le commandant Xantari était perplexe. Comment ces humains primitifs avaient-ils pu posséder une technologie de bouclier capable de stopper leurs armes les plus puissantes? Tirez à fond, ordonna le commandant extraterrestre. Détruisez tout. 15 croiseurs de combat ouvrirent par le feu simultanément. Des centaines de rayons d'énergie s'abattirent sur New Denver comme un éclair mortel. Mais chaque tir toucha les mêmes barrières invisibles et ne causa aucun dégât. Puis la colonie riposta. Ce qui semblait être de simples collines autour de la colonie s'ouvrit soudain comme des fleurs géantes. À l'intérieur se trouvaient des lance-missiles, des canons électriques et des canons à énergie. Les armes étaient toutes reliées par des tunnels souterrains et alimentées par un réacteur à fusion, enfoui profondément sous la colonie. La première vague de missiles humains atteignit la flotte extraterrestre en 30 secondes. Mais il ne s'agissait pas de missiles ordinaires. Chacun d'eux était équipé d'une petite ogive nucléaire et d'un cerveau informatique capable de penser par lui-même. Les extraterrestres tentèrent d'abattre les missiles avec leurs canons de défense. Ils en détruisirent de la moitié, mais l'autre moitié atteignit sa cible et explosa contre les coques extraterrestres. 3 croiseurs de combat périrent dès la première minute du combat. « Impossible », dit le commandant Zintari en regardant ses vaisseaux brûlés. Comment possèdent-ils de telles armes? Il ignorait que les humains se préparaient à cette guerre depuis 50 ans. Chaque colonie semblait paisible en surface, mais en dessous, elles étaient toutes des forteresses. Chaque colonie humaine était reliée aux autres par des réseaux de communication quantique plus rapides que la lumière. Le Major Katie Sullivan lança son escadron de chasseurs depuis des hangars cachés au cœur des montagnes de la colonie. 20 petits vaisseaux rapides s'élevèrent dans l'espace pour rejoindre la bataille. Peints en noir, ils étaient conçus pour être presque invisibles aux capteurs extraterrestres. Les pilotes extraterrestres n'avaient jamais rien vu de tel que des chasseurs humains. Les petits vaisseaux se déplaçaient en parfaite coordination, comme s'ils étaient tous contrôlés par un seul esprit. Ils tirèrent des missiles capables de changer de direction en plein vol et de déterminer eux-mêmes les cibles à atteindre. D'autres vaisseaux extraterrestres explosèrent. La bataille dura 18 heures. À la fin, les 15 croiseurs de combat extraterrestres étaient détruits. Des morceaux de métal enflammés flottaient dans l'espace au-dessus de New Denver, tel un cimetière de conquête raté. La colonie avait perdu 3 bâtiments et 7 personnes. Les extraterrestres avaient perdu 15 000 soldats. Le colonel Steve Parker envoya un message au commandement de la flotte terrestre. New Denver au commandement. Première attaque extraterrestre repoussée. Force ennemie complètement détruite. Nous sommes prêts pour la prochaine vague. Des combats similaires se déroulaient dans tout l'espace humain. Les extraterrestres avaient attaqué 12 colonies simultanément, pensant pouvoir forcer l'humanité à se rendre en détruisant les colonies frontalières. Au lieu de cela, chaque attaque échoua. Chaque force d'intervention extraterrestre fut anéantie. Chaque colonie humaine se révéla bien plus dangereuse qu'elle n'en avait l'air. Le général Paul Mitchell observait les rapports de bataille provenant de son centre de commandement sur Mars. Tous disaient la même chose. Les extraterrestres subissaient de lourdes pertes. Ils ne comprennent toujours pas, dit-il à son équipe. Ils pensent que nous sommes les mêmes humains qu'ils ont rencontrés il y a 50 ans. Ils ignorent que nous nous préparons à cela. En réalité, les humains ont tiré les leçons de chaque guerre de leur histoire. Ils ont étudié comment les autres espèces se battaient et ont trouvé des moyens de les vaincre. Ils ont fabriqué des armes que les extraterrestres n'avaient jamais vues et développé des tactiques qu'ils ne pouvaient comprendre. Plus important encore, les humains avaient bâti leur civilisation entière sur l'idée qu'un jour, ils devraient se battre pour leur survie. Chaque enfant apprenait à se servir des armes. Chaque adulte savait se battre.
Chaque colonie humaine était conçue pour devenir une forteresse en cas de besoin. La deuxième erreur du Conseil galactique fut de croire que la guerre serait rapide. Ils pensaient pouvoir détruire quelques colonies et que les humains abandonneraient. Mais les humains n'abandonnèrent pas. Jamais. Les rapports continuaient d'affluer. Le général Mitchell sourit. Les extraterrestres avaient déclenché cette guerre pour stopper l'expansion humaine à travers la galaxie. Au lieu de cela, ils venaient de donner à l'humanité une raison de s'étendre beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que jamais auparavant. La guerre ne faisait que commencer, et l'humanité était déjà en train de gagner. 3 semaines après l'échec des premières attaques extraterrestres, tout avait changé. La guerre qui était censée détruire l'humanité en quelques jours était devenue la marche de l'humanité à travers la galaxie. Le commandant Tony Garcia se tenait sur le pont de son vaisseau furtif, regardant la plus grande cible que l'humanité ait jamais attaquée. Le chantier Kepler s'étendait à travers l'espace comme une ville de métal. C'était là que le Conseil galactique construisait ses plus grands vaisseaux de guerre. D'immenses plateformes de construction flottaient en ligne parfaite, chacune de la taille d'une montagne. Des bras robotisés allaient et venaient, construisant de nouveaux croiseurs de bataille et cuirassés. Des milliers d'ouvriers extraterrestres vivaient et travaillaient dans les anneaux d'habitat rotatifs qui entouraient les chantiers navals. « Combien de vaisseaux construisent-ils » demanda Tony à ses services de renseignement. « Officier, nos scans montrent 200 vaisseaux à divers stades de construction, monsieur, plus une 50aine de vaisseaux de guerre achevés gardant le complexe. » Tony eut un sourire sombre. Les extraterrestres essayaient de construire davantage de vaisseaux pour remplacer ceux que les humains avaient déjà détruits. Ils pensaient encore qu'il s'agissait d'une guerre normale où les deux camps se battraient pendant des années et s'épuiseraient progressivement. Ils avaient assez tort. « Signalez la flotte », dit Tony. « Tous les vaisseaux, attaquez !» Ce que les extraterrestres qui gardaient dans les chantiers Kepler ne pouvaient se voir, c'est que 800 vaisseaux humains les avaient encerclés. Les humains disposaient d'une nouvelle technologie qui rendait leurs vaisseaux presque invisibles. Ils pouvaient traverser l'espace plus vite que les capteurs extraterrestres ne pouvaient y les localiser. L'attaque débuta avec le capitaine Amy Rodriguez, menant son escadron de bombardiers au cœur des chantiers navals. Ces pilotes pilotaient de petits vaisseaux rapides, chargés des explosifs les plus puissants jamais construits par l'homme. « Souvenez-vous, » dit Amy à ses pilotes par radio, « nous ne détruisons pas seulement des navires, nous détruisons leur capacité à en construire de nouveaux. Frappez les constructions, les plateformes d'abord, puis les vaisseaux terminés. Les bombardiers humains surgirent de nulle part, tels des fantômes se matérialisant dans l'espace. Les défenseurs extraterrestres tentèrent de les abattre, mais les vaisseaux humains se déplaçaient trop vite et de manière trop imprévisible. Ils se tortillèrent et tournoyèrent dans l'espace tels des danseurs, évitant les armes extraterrestres tout en livrant leur cargaison mortelle. La première plateforme de construction explosa dans une boule de feu visible à des millions de kilomètres. Puis la deuxième. Puis la troisième. En 10 minutes, 20 ans de travaux extraterrestres se réduisirent en débris incandescents. L'amiral Jake Thompson commandait la flotte principale qui affrontait les défenseurs extraterrestres. Ces vaisseaux étaient plus grands et plus lourdement armés que tout ce que les humains avaient construit auparavant. Ils utilisaient des armes que les extraterrestres n'avaient jamais vues. Déclencher les disrupteurs quantiques, des armes que les extraterrestres n'avaient jamais vues. Déclencher les disrupteurs quantiques, ordonna l'amiral Thompson. Le docteur Ben Lewis avait passé 5 ans à développer ces armes. Elles ne se contentaient pas de détruire les vaisseaux ennemis. Ils créèrent des pannes en cascade qui se propagèrent de vaisseau en vaisseau via les réseaux de communication des extraterrestres. Lorsqu'un vaisseau tombait en panne, il envoyait un signal susceptible de détruire les autres vaisseaux à proximité. La flotte extraterrestre de défense, les Kepler Yards, l'apprit à ses dépens. Lorsque le premier croiseur de combat extraterrestre explosa, il envoya un signal quantique au vaisseau voisin.
Les ordinateurs de ce dernier plantèrent, ses armes cessèrent de fonctionner et ses moteurs s'éteignirent. Puis il envoya le même signal au vaisseau suivant. En 30 minutes, toute la flotte de défense extraterrestre était détruite ou impuissante, mais les humains n'en avaient pas fini. Cette attaque était plus importante que la simple destruction d'un chantier naval. Il s'agissait d'envoyer un message à toutes les espèces extraterrestres de la galaxie. Le capitaine Nicole White commandait les équipes d'attaque en profondeur qui frappaient des cibles dans tout l'espace du Conseil. Tandis que la flotte principale attaquait les chantiers Kepler, ces vaisseaux s'étaient dirigés vers 12 systèmes stellaires différents et avaient frappé simultanément. Les centres de communication avaient explosé. Les dépôts de ravitaillement avaient brûlé. Les quartiers généraux militaires avaient été transformés en cratères fumants. Les extraterrestres pensaient que leurs importantes installations étaient en sécurité, car elles étaient loin de l'espace habité. Ils avaient tort sur ce point également. Comment font-ils cela? Demanda le général Korat, le commandant militaire Xantari, en observant les rapports d'attaque venant de partout à la fois. Comment peuvent-ils être présents dans autant d'endroits? Son assistant vérifia les écrans tactiques. Monsieur, il semble qu'ils aient amélioré notre technologie de propulsion. Leurs vaisseaux peuvent se déplacer plus vite et avec plus de précision que les nôtres. Korat ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti au cours de sa longue carrière militaire. La peur. Les humains ne se battaient pas me passer, comme aucune autre espèce que le Conseil avait jamais affrontée. Ils frappèrent partout simultanément, puis disparurent avant que les extraterrestres ne puissent réagir. La bataille pour les chantiers de Kepler dura 72 heures. À la fin de l'opération, le plus grand complexe militaire de la galaxie n'était plus qu'un champ de ruines incandescentes. Chaque vaisseau, chaque plateforme, chaque arme avait été détruit, mais la flotte humaine n'avait perdu aucun vaisseau. Le commandant Marcus Brown dirigea les opérations de nettoyage, veillant à ce qu'aucun survivant extraterrestre ne puisse transmettre d'informations sur les tactiques humaines à leurs dirigeants. Son travail consistait à s'assurer que le Conseil en apprenne le moins possible sur la façon dont les humains combattaient. « Monsieur, » rapporta son officier de communication, « nous recevons des signaux de reddition de 17 vaisseaux extraterrestres qui ont tenté d'échapper à la bataille. » « Dites-leur de couper leurs moteurs et de se préparer à l'abordage, » dit Marcus. « Quiconque tente de fuir sera détruit. » Les extraterrestres apprenaient que les humains ne se battaient pas comme les espèces civilisées. Lorsqu'ils partaient en guerre, ils ne cherchaient pas seulement à gagner des batailles. Ils s'efforçaient de s'assurer que leurs ennemis ne puissent plus jamais les combattre. La nouvelle du désastre de la cour de Kepler se répandit à travers la galaxie, plus vite que les extraterrestres ne purent la contrôler. Toutes les espèces du Conseil comprirent que la guerre qu'elles avaient déclenchée ne se déroulait pas comme prévu. Les humains ne se défendaient plus. Ils chassaient. Le général Paul Mitchell reçut le rapport final de l'opération Kepler depuis son centre de commandement sur Mars. 800 vaisseaux humains avaient frappé le cœur de la production militaire extraterrestre et l'avaient complètement détruit. « Quelle était notre prochaine cible ?» demanda-t-il à son équipe. « Les renseignements suggèrent que nous allons frapper leur centre de commandement, monsieur. Supprimer leur capacité à coordonner leurs forces restantes. » Paul hocha la tête. Les extraterrestres avaient commis leur troisième erreur en tentant de se replier et de se regrouper. Ils pensaient que les humains leur laisseraient le temps de se rétablir, mais les humains avaient étudié leur propre histoire. Ils savaient que le seul moyen de mettre fin rapidement à une guerre était de ne jamais laisser l'ennemi se reposer, de ne jamais le laisser reconstruire et de ne jamais lui donner l'espoir qu'il en soit encore capable. Alors que la galaxie était sur le point de comprendre pourquoi déclarer la guerre à l'humanité était la plus grande erreur que le Conseil ait jamais commise, 6 mois après le début de la guerre, la galaxie avait appris à craindre le bruit des vaisseaux humains s'introduisant dans ses systèmes. Le colonel Marcus Brown, assis dans son fauteuil de commandement à bord du vaisseau de bombardement orbital Thunder, observait une autre planète extraterrestre se rendre sans combattre. « Monsieur !»
Nous recevons une transmission de la surface de la planète, rapporta son officier de communication. Le gouverneur planétaire Vortak veut négocier. Marcus observait les mondes bleus et verts qui tournoyaient sous eux. 3 millions de civils Vortax y vivaient, ainsi qu'environ 50 000 soldats censés défendre le système. Mais les soldats avaient vu ce qui était arrivé aux autres mondes qui tentaient de combattre les humains. « Faites-le passer », dit Marcus. « Eux ». L'écran holographique montrait un grand extraterrestre à la peau grise, doté de 6 bras et d'yeux rouges brillants. Le gouverneur Veltar semblait fatigué et effrayé. « Commandant humain », dit l'extraterrestre par l'intermédiaire du traducteur universel, « nous nous rendons. S'il vous plaît, ne détruisez pas nos villes. » Nous avons des familles ici, des enfants. Marcus hocha la tête. C'était exactement ce que les humains voulaient entendre. Gouverneur, vos installations militaires seront détruites. Vos navires de guerre seront capturés ou éliminés. Mais vos civils ne seront pas blessés si vous coopérez pleinement. Que voulez-vous que nous fassions? Évacuer tout le personnel militaire de leur base. Restituer toutes les armes et tous les systèmes de défense. Accordez à nos équipes d'inspection un accès complet à vos installations. Faites-le et votre peuple vivra. Les épaules du gouverneur extraterrestre s'affaissèrent de soulagement. Oui, nous le ferons. Merci pour votre clémence. La transmission s'interrompit. Marcus se tourna vers son officier d'armement. Ciblez d'abord leur plateforme de défense orbitale. N'utilisez que des frappes de précision. Aucun dégât dans les zones civiles. C'était ainsi que fonctionnait désormais la guerre. Les extraterrestres avaient tenté d'utiliser leur population civile comme bouclier, pensant que les humains n'attaqueraient pas si des innocents risquaient d'être blessés. Ils apprirent rapidement que les humains s'étaient eux aussi préparés à cette éventualité. La commandante Sandra Hayes dirigeait les équipes d'évacuation humanitaire qui travaillaient en parallèle des frappes militaires. Ces vaisseaux étaient équipés d'installations médicales et de systèmes de transport de pointe. Lorsque les forces humaines attaquaient une planète, les équipes de Sandra étaient déjà sur place pour aider les civils à se mettre en sécurité. Commandant Hayes au commandement orbital, rapporta-t-elle depuis la surface de la planète. Nous avons évacué avec succès 12 000 civils des zones militaires. Aucune victime signalée. L'approche humaine envers les civils des zones militaires. Aucune victime signalée. L'approche humaine de la guerre a complètement désorienté les extraterrestres. Les humains pouvaient détruire des flottes entières et raser des bases militaires avec une précision incroyable, mais ils faisaient tout leur possible pour protéger les civils. Ce n'était pas ainsi que se déroulaient habituellement les guerres dans la galaxie. Le docteur Rachel King observait le test d'armes depuis la station de recherche, à distance de sécurité. Son équipe avait passé 2 ans à développer des armes nanotechnologiques capables de neutraliser l'infrastructure d'une planète entière sans tuer personne. « Activez les nanorobots », ordonna-t-elle. Des millions de robots microscopiques se sont dispersés depuis le centre d'essai comme un nuage invisible. Ils ont trouvé tous les systèmes informatiques, tous les réseaux électriques, tous les réseaux de communication du centre d'essai comme un nuage invisible. Ils ont trouvé tous les systèmes informatiques, tous les réseaux électriques, tous les réseaux de communication de la planète Test. En 6 heures, toute la technologie du monde a cessé de fonctionner, mais tout être vivant était complètement indemne. Parfait. Le docteur Rachel a dit que nous pouvons paralyser des civilisations entières sans tirer un coup de feu. C'était la nouvelle arme de l'humanité. Des civilisations entières ont été détruites sans même tirer. C'était la nouvelle arme de l'humanité. Tout le monde extraterrestre refusant de se rendre pouvait voir sa technologie instantanément neutralisée. Plus d'électricité, plus de communication, plus de transport, plus d'armes. Juste une vie primitive et le choix entre se rendre ou mourir de faim. L'amiral Chris Davis commandait les flottes de blocus qui encerclaient chaque planète extraterrestre majeure. Ces vaisseaux formaient des filets invisibles autour de systèmes solaires entiers. Rien n'y entrait ni n'en sortait sans autorisation humaine.
Monsieur, nous interceptons un autre convoi de ravitaillement qui tente d'atteindre la planète d'origine des Zendhari, rapporta le capitaine Greg Miller, qui dirigeait les escadrons d'interdiction. Procédure standard, répondit l'amiral Davis. Montez à bord des vaisseaux, confisquez tout le matériel militaire et renvoyez le reste d'où il vient. La guerre économique fonctionnait à merveille. En 6 mois, des civilisations extraterrestres millénaires se retrouvèrent incapables de commercer, de communiquer avec d'autres mondes et de maintenir leurs forces militaires. Le Conseil galactique n'avait pas seulement perdu la vie, il avait aussi perdu tout son mode de vie. La présidente Helen Brooks s'adressa à la galaxie depuis son bureau de Washington. Le message fut diffusé sur tous les réseaux de communication extraterrestres que les humains n'avaient pas coupés. Au peuple de la galaxie, commença-t-elle, il y a 6 mois, vos dirigeants ont déclaré la guerre à l'humanité. Ils exigeaient notre reddition et menaçaient de détruire notre civilisation. Aujourd'hui, vos forces militaires n'existent plus. Vos armes ont été capturées ou détruites. Votre capacité à faire la guerre a été anéantie. Elle marqua une pause, laissant ces mots pénétrer des milliers de mondes. Mais nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne l'avons jamais été. Vos dirigeants craignaient l'expansion humaine et tentaient de l'arrêter par la violence. Vous voyez maintenant le résultat. Nous aurions pu détruire vos mondes, éliminer votre espèce et vous prendre tout ce que vous possédez. Nous avons choisi de ne pas le faire. Sur des mondes extraterrestres à travers la galaxie, des milliards d'êtres non humains regardent le président humain parler. Beaucoup n'avaient jamais vu d'humains avant le début de cette guerre. Les combats cessent maintenant, a poursuivi le président Brooks. Tout monde qui capitule sera protégé. Tout gouvernement qui coopère pourra continuer à gouverner son peuple. Toute espèce qui accepte la nouvelle réalité trouvera dans les humains des voisins justes et raisonnables. Mais tout monde qui persiste à résister devra faire face à la pleine puissance de la technologie humaine. Nous disposons d'armes capables de paralyser vos civilisations sans tuer personne. Nos flottes peuvent bloquer des secteurs entiers. Nous avons la capacité de rendre votre résistance impossible. Le message était clair. Rendez-vous maintenant ou vous risquez l'effondrement technologique et économique. Le général Robert Kane a établi la nouvelle structure de commandement militaire depuis son quartier général sur la Lune. Les anciennes espèces du Conseil pourraient conserver de petites forces de défense pour la sécurité locale, mais toutes les capacités militaires interstellaires seraient contrôlées par les humains. Monsieur, a rapporté son assistant, nous recevons aujourd'hui des offres de reddition de 9 autres systèmes psychostellaires. Cela porte à 47 le nombre total de systèmes ayant accepté la surveillance humaine. Robert hocha la tête. L'impact psychologique fonctionnait exactement comme prévu. Chaque espèce extraterrestre pouvait constater que la résistance était vaine. Elle pouvait également constater que les humains tenaient leurs promesses de protection des civils et de gouvernance locale. « Et les systèmes résistants ?» demanda Robert. 3 systèmes tentent encore d'organiser la résistance, monsieur. Les renseignements suggèrent qu'ils préparent une sorte de dernier rempart. Robert observa l'écran stratégique montrant la galaxie. La majeure partie était maintenant colorée en bleu, signe de contrôle ou de coopération humaine. Il ne restait que quelques points rouges, représentant les mondes qui pensaient encore pouvoir se battre. « Qu'ils essaient, dit-il. Lorsqu'ils verront ce qui arrive aux derniers résistants, le reste de la galaxie comprendra que l'ère du Conseil galactique est révolue. L'ère du leadership humain a commencé. La guerre était devenue un événement sans précédent dans l'histoire galactique. Terminé. Victoire en moins d'1 an. Obtenue grâce à une supériorité technologique écrasante, une action militaire précise et une guerre psychologique qui ont convaincu des civilisations entières de se rendre plutôt que de subir la destruction, les extraterrestres avaient déclaré la guerre pour stopper l'expansion humaine. Au lieu de cela, ils avaient donné à l'humanité le contrôle de toute la galaxie. 1 an après que le Conseil galactique ait déclaré la guerre à l'humanité. 1 an après que le Conseil galactique ait déclaré la guerre à l'humanité,
L'ambassadrice Julie Parker se tenait dans le Grand Hall de ce qui était autrefois le siège principal du Conseil. Aujourd'hui, les choses allaient changer radicalement. Des représentants de 12 espèces extraterrestres étaient assis à des tables disposées en cercle parfait, chacun attendant de signer le document qui allait changer la galaxie à jamais. Les accords de reddition étaient simples. Chaque espèce ayant déclaré la guerre à l'humanité renoncerait à ses droits. Pour fabriquer des armes susceptibles de menacer d'autres mondes, ils accepteraient que les humains surveillant leur développement technologique. Ils rejoindraient une nouvelle organisation appelée la Fédération terrienne, dont les humains seraient l'espèce dirigeante. La cérémonie va maintenant commencer, annonça Julie à l'Assemblée. Sa voix fut traduite simultanément en 12 langues extraterrestres. Le premier à signer fut l'ambassadeur Zektara, le même Vortak, qui avait lancé l'ultimatum initial à l'humanité. Ses 6 bras tremblèrent légèrement lorsqu'il apposa son nom sur le traité. Il paraissait bien différent du fier extraterrestre qui avait menacé de détruire l'humanité 1 an plus tôt. « Au nom de l'Empire Vortak, dit-il doucement, j'accepte les termes de la reddition et j'engage ma loyauté envers la Fédération terrienne. » Un par un, chaque représentant extraterrestre signa le document. Certains semblaient en colère, d'autres tristes, tous semblaient vaincus. Ils avaient appris que déclarer la guerre à l'humanité était la plus grande erreur que leur espèce ait jamais commise. La présidente Helen Brooks a assisté à la cérémonie depuis son bureau sur Terre. L'événement était retransmis dans toute la galaxie. Ainsi, chaque être intelligent pouvait percevoir la nouvelle réalité. L'ère de la domination extraterrestre était révolue. L'ère de l'humanité avait commencé. « Madame la Présidente », a déclaré son assistante, la dernière signature a été apposée. Les accords de reddition sont désormais en vigueur. Hélène acquiesça. Commençons la 2e phase du processus d'intégration. Je veux des conseillers humains sur chaque ancien monde du Conseil d'ici 60 jours. Le processus d'intégration était planifié par les humains depuis des décennies. Il ne suffisait pas de gagner la guerre. L'humanité devait gagner la paix qui suivrait. Il s'agissait de faire en sorte que les extraterrestres vaincus deviennent des membres productifs de la civilisation humaine, plutôt que de futurs ennemis. Le général Robert Kane se tenait devant un groupe d'anciens officiers extraterrestres sur la planète Xanthar Prime. Ces êtres avaient autrefois commandé des flottes menaçant les colonies humaines. Ils apprenaient désormais à servir dans le nouvel ordre galactique. « Vous avez 2 choix, leur dit Robert par l'intermédiaire du traducteur universel. Vous pouvez accepter des postes dans les nouvelles forces de défense intégrées ou retourner à la vie civile. Mais vos anciens postes de commandants militaires indépendants n'existent plus. » Un grand général Zintari leva la main. « Quelle garantie avons-nous que les humains nous traiteront équitablement ?» Robert sourit. « La même garantie que vous avez donnée à l'humanité lorsque vous nous avez déclaré la guerre. Aucune. La différence, c'est que nous avons prouvé que nous tenions nos promesses. Quand nous avons dit que nous protégerions les civils, nous l'avons fait. Quand nous avons dit que nous autoriserions les gouvernements locaux à continuer, nous l'avons fait. Quand nous avons dit que nous ne détruirions pas vos mondes si vous capituliez, nous avons également tenu cette promesse. » Les officiers extraterrestres se regardèrent. Ils s'attendaient à être exécutés ou emprisonnés après avoir perdu la guerre. Au lieu de cela, les humains leur proposaient des emplois dans la nouvelle structure militaire. La capitaine Amy Rodriguez dirigeait les programmes de formation qui enseignaient aux pilotes extraterrestres à voler aux côtés des forces humaines. Ces élèves étaient d'anciens ennemis qui devaient désormais apprendre les tactiques et la technologie humaine. « Souvenez-vous, dit-elle à un groupe de pilotes Vortak, vous ne combattez plus contre d'autres espèces. Vous faites partie d'une force unifiée qui protège toutes les espèces de la galaxie. Votre mission est de maintenir la paix et non de faire la guerre. » Les pilotes extraterrestres s'entraînaient à former des formations avec des chasseurs humains. C'était étrange de voir d'anciens ennemis collaborer, mais c'était nécessaire.
Le nouvel ordre galactique exigeait la coopération de toutes les espèces. Dr. Ben Lewis a établi des centres de recherche sur chaque planète extraterrestre majeure. Ces installations avaient deux objectifs. D'abord, surveiller le développement des technologies extraterrestres afin de s'assurer que personne ne fabriquait secrètement d'armes. Ensuite, aider les scientifiques extraterrestres à contribuer aux projets de recherche humaine. Les recherches en physique quantique sur Xantar Prime sont en réalité très avancées, rapporta-t-il à ses superviseurs sur Terre. Avec un encadrement approprié, leurs scientifiques pourraient nous aider à développer une technologie de voyage spatial encore plus performante. Cela s'inscrivait dans la stratégie à long terme de l'humanité. Au lieu de se contenter de supprimer les connaissances extraterrestres, les humains souhaitaient les utiliser pour renforcer encore davantage la civilisation humaine. Sur Terre, les enfants des écoles ont appris la guerre et ses conséquences. Ils ont étudié comment l'humanité était passée d'une simple planète à la domination de la galaxie en seulement 50 ans. Ils ont appris l'importance de se préparer, de travailler ensemble et de ne jamais abandonner face à l'impossible. Mais ils ont aussi appris le sens des responsabilités. Avec un grand pouvoir est venu le devoir de protéger ceux qui étaient plus faibles. Les humains contrôlaient désormais la galaxie, ce qui signifiait qu'ils devaient prendre soin de tout le monde. Le commandant Tony Garcia a établi les nouvelles routes de patrouille que les vaisseaux humains suivraient à travers la galaxie. Son travail était de s'assurer qu'aucune espèce extraterrestre n'essayait de reconstruire ses forces militaires en secret. Monsieur, nous avons détecté des lectures d'énergie inhabituelles provenant du système Kepler, a rapporté l'un de ses officiers. Enquêtez immédiatement, ordonna Tony, et rappelez au gouvernement local que tout développement technologique non autorisé entraînera une intervention immédiate. Les patrouilles ne visaient pas seulement à prévenir la rébellion, mais aussi à maintenir la paix instaurée par l'humanité grâce à une victoire écrasante. 5 ans après la capitulation, l'ambassadrice Julie Parker a visité le mémorial érigé sur le site de la première attaque extraterrestre. Ce mémorial rendait hommage aux humains morts en défendant leur colonie et aux extraterrestres morts lors de l'invasion ratée. La guerre est une chose terrible, a-t-elle déclaré à la foule mêlée d'humains et d'extraterrestres rassemblés pour la cérémonie. Elle détruit des vies, brise des familles et laisse des cicatrices qui durent des générations. La guerre qui nous a conduits ici aurait pu être évitée si le Conseil avait choisi la coopération plutôt que la conquête. Elle regarda les représentants extraterrestres dans la foule. Nombre d'entre eux étaient désormais amis et collègues, travaillant aux côtés des humains pour bâtir une galaxie meilleure. Mais de cette terrible guerre est ressorti quelque chose de positif. Nous avons appris que différentes espèces peuvent coopérer. Nous avons bâti une civilisation qui protège tous, pas seulement les plus forts. Nous avons instauré la paix par la force, et nous avons prouvé que la force sans sagesse ne mène qu'à la destruction. La cérémonie commémorative s'est terminée par un rassemblement silencieux d'humains et d'extraterrestres, se remémorant le passé et se tournant vers l'avenir. La galaxie était en paix pour la première fois depuis des siècles. Les échanges commerciaux étaient fluides entre les mondes. La technologie progressait rapidement grâce à la coopération entre les espèces. Des enfants de races différentes jouaient ensemble sur d'innombrables mondes. Le Conseil galactique avait déclaré la guerre à l'humanité pour stopper son expansion et préserver son pouvoir. Au lieu de cela, il avait créé quelque chose d'inattendu. Il avait forcé l'humanité à révéler sa véritable nature, non pas de conquérante, mais de protectrice. Non pas de destructrice, mais de bâtisseuse d'un avenir meilleur. La guerre était terminée. L'humanité avait remporté non seulement une victoire militaire, mais aussi le droit de façonner l'avenir de la civilisation galactique. Et peut-être, au final, tel avait-il été le plan depuis le début.